Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ et analyse, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc on commence tout de suite cette analyse, cette partie analyse avec une première action assez dangereuse de la part du Celta Vigo. Le Barça qui ne fait pas vraiment attention, un Barça peut-être qui est un peu trop, je sais pas, émoussé physiquement, un peu moins concentré. On a vécu des beaux petits mois de début de saison où on avait un Barça qui semblait bien au-dessus de ses adversaires, qui paraissait infranchissable. Le piège du hors-jeu, le fameux qui inquiétait tout le monde, semblait vraiment être très au point. C'est un petit peu moins le cas petit à petit que la saison à l'avance. On a l'impression que c'est de plus en plus limite. Alors je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est la réalité. Mais en tout cas, sur ce début de match, c'est ce qu'on a vu avec un ballon repoussé. Alors il devait y avoir peut-être un corner, j'imagine, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs du Barça qui sont en défense et qui remontent. Et on a d'ailleurs Rafinha au bout, je crois qu'il va finir par tout couvrir, tout simplement. Il me semble que c'est soit lui, soit Koundé, soit Gérard Martin, donc ça se joue entre les trois là. Mais qui remontent peut-être pas assez vite, qui sont peut-être pas assez concentrés, j'en sais rien. Mais la tactique est simple, tu retrouves le ballon côté gauche, tu l'envoies de l'autre côté où personne, on va dire, ne va s'y attendre, avec un joueur qui part vraiment de loin, de vraiment derrière, enfin devant cette ligne là en tout cas, et qui part dans le dos de la défense côté opposé. Un centre bien réussi de la part de Marcos Alonso qui va trouver Mingueza qui va centrer directement pour Iago Aspas. On l'a vu, Iago Aspas qui était resté seul, complètement hors jeu forcément parce que tout le monde remonte pour le mettre hors jeu. Mais au final, si tu touches quelqu'un qui n'est pas hors jeu et qu'après il centre pour Iago Aspas qui n'est plus hors jeu, comme c'était le cas ici, eh bien ça peut évidemment apporter énormément de danger parce que à quelques centimètres près, c'était un but pour le Celta au bout de 3 minutes 30. Donc attention évidemment, ce sont des avertissements. Voilà, il y en a eu quand même pas mal de cette saison. Et avec ce Barça qui semble peut-être un peu moins en forme, j'en sais rien, qui semble un petit peu plus fatigué plus la saison avance. Alors on n'est que fin novembre les amis, on n'est même pas encore à la moitié de la saison, il y a les matchs les plus importants qui vont arriver début d'année prochaine, même un peu plus tard encore, peut-être février, mars, quelque chose comme ça. Il va y avoir des matchs assez importants pour décider de la saison, savoir si la saison sera bonne ou mauvaise. Si on commence déjà à lâcher l'affaire maintenant, ça va être compliqué. Donc il y a le Aspas qui était à 2 doigts de marquer. C'était chaud. 10 minutes plus tard, le Celta a le ballon, un Barça qui remonte encore, qui fait remonter la ligne. Un Gérard Martin toujours un petit peu en retard par rapport aux autres, qui couvre un petit peu toujours les choses. Là on a Iago Aspas qui fait signe, alors je sais pas qui c'est, si c'est Mingueza ou non. Mingueza il était de l'autre côté je crois. Bref, un défenseur du Celta qui fait signe donc de jouer de l'autre côté, du coup comme Marcos Alonso a fait tout à l'heure sur Mingueza. Cette fois-ci c'est un autre gars pour Bamba je crois qui est là-bas. Il fait signe mais voilà, il n'ose pas, il tergiverse un petit peu disons. Donc on avance un petit peu dans la petite séquence et on voit donc un Barça toujours aligné presque, mis à part Gérard Martin évidemment, mais à la ligne et vraiment là les attaquants, donc vraiment on a un bloc, tout un bloc là du Barça qui enferme vraiment Marcos Alonso qui était essayé de sortir du pressing de Rafinha, qui est venu au cœur du jeu là, et Dani Olmo qui prêt à bondir sur le latéral, mais qui empêche quand même la passe pour l'ailier, on va dire, qui peut partir. Il y a Gérard Martin qui est attentif à ce genre-là, Casado qui approche de Marcos Alonso pour l'enfermer, il y a Lewandowski aussi qui est là, il y a Inigo Martinez qui est prêt aussi à couvrir la course, à aller sur Iago Aspas disons. Marcos Alonso donc qui va servir ce gars-là. Encore une fois, on essaie de se replacer un petit peu. Il y a toujours un gars qui fait un appel pour attirer un petit peu, faire reculer la défense, et après les adversaires qui balancent un ballon dans le dos, potentiellement peut-être pour lui, ou je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Mais bon, il s'est un peu précipité disons parce qu'il était pressé par ce Barça là qui est très très compact dans la moitié de terrain, donc évidemment c'est risqué de jouer aussi haut, mais ça te permet aussi de récupérer des ballons comme ça, de faire en sorte que l'adversaire se précipite et qu'il balance devant et qu'il perde la balle quoi, tout simplement. Donc on avance un peu, Iñaki Peña qui était sorti, qui avait donné la balle à Koundé, donc là il y a zéro action, concrètement zéro action potentiellement dangereuse parce qu'on a le ballon ici, et donc on voit pas sur cet angle là, mais Rafinha qui fait son appel dans le dos de la défense, et Koundé qui va le servir, qui va faire une très bonne passe. Koundé qui n'a pas été forcément dans un très bon match hier, on va le voir après en fin de match. Pour le coup, le début de match était plutôt pas mal avec cette passe là qui sort un peu de nulle part. Après la passe elle est pas... là il y a un petit rebond ici, le Mingueza qui va très mal calculer la trajectoire. Voilà, le rebond va le lober, il va essayer d'intervenir. Rafinha qui va pouvoir partir tout seul avec sa puissance. Rafinha qui fait le bon dribble après, qui va se mettre sur son pied droit,
feinter et éliminer Mingueza qui est pleine course et qui peut plus rien faire, se mettre sur son pied gauche pour allumer les cages. C'est très bien joué de la part de Rafinha. Comme souvent, Rafinha les appelle dans le dos, et puis là la finition, voilà, c'est plus le même Rafinha, c'est ce que je disais sur Twitter hier. Rafinha qui est toujours très bon dans les appels, mais qui est beaucoup plus tranchant, beaucoup plus précis dans ses contrôles, ses gestes techniques pour éliminer là, en l'occurrence Mingueza. Et puis la frappe derrière, après, qui est, voilà, je dirais pas chirurgicale, mais bon, voilà, c'est très bien fait, très bien exécuté tout ça. Et froidement, voilà, ça fait un 0 à la 15e minute. Autre séquence là, c'est un petit exemple de ce qui n'a pas fonctionné aussi et pourquoi peut-être le grand Lewandowski est de retour. El Grande, enfin le Lewandowski du Barça en tout cas. Donc là il y a une séquence de pressing de la part du Barça. On enferme un petit peu les latéraux avec le latéral gauche qui vient presser le latéral droit. Pareil pour Koundé habituellement, quand c'est de l'autre côté que ça se passe. Koundé monte très très haut pour presser. Et là c'est un peu ça. Une fois que le latéral touche le ballon, on a notre latéral qui vient du même côté, qui vient le presser pour l'obliger à jouer rapidement, et on a généralement le défenseur qui suit. Bon là Inigo il est en retard, de base le défenseur est déjà censé être là, mais bon bref, ça c'est pas très grave. On récupère quand même le ballon avec un Gavi qui est là dans les alentours. Le Celta qui va vouloir revenir en retrait. Et là il va y avoir un bon pressing de la part de Pedri et Lewandowski, parce que le joueur il va vouloir faire la passe, il va feinter. Il va vouloir feinter Pedri, sauf qu'il a pas vu qu'il y avait Robert derrière. Et Robert il va pouvoir lui piquer la balle et contre-attaquer directement. Et là c'est une très bonne contre-attaque, hein. Le Rafinha est très bien placé. Lewandowski va le servir, Rafinha va se mettre sur son pied droit, il va crocheter, il va ouvrir son pied, mettre une frappe du gauche enroulé en lucarne. Et non, non, ça aurait été sympathique, mais non. Là, Robert, qu'est-ce qu'il nous fait? Il garde le ballon pendant 50 ans à peu près. Une fois que c'est trop tard pour la donner à Rafinha, bah, du coup, forcément, il sait plus quoi faire. Donc, il va aller s'enfermer, s'empaler sur le défenseur. Le classique, c'est logique, hein. Quand tu sais pas trop quoi faire, quand tu te dis il n'y a plus trop de solutions, qu'est-ce que je fais? Eh ben j'avance vers le défenseur et je vais essayer de faire un vieux dribble pour essayer de faire je sais pas quoi. La logique, bon c'est une certaine logique, moi c'est pas forcément ma logique à moi, mais bon, il y en a, ils peuvent avoir cette logique là. Donc voilà, ils nous tentent je sais pas quoi, et voilà, perte de balle, c'est magnifique. Flick qui fait un visage désespéré. Choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Welcome, Anti. Si tu connaissais pas Lewandowski, c'était le Lewandowski de la saison dernière, de même peut-être un petit peu la saison d'avant. Si t'as pas trop suivi le championnat la saison dernière, on avait ce Lewandowski là, nous. Donc Anti Flick, il va lui faire le signe de... Eh ouais, et oui voilà. Pourquoi tu lui fais pas la passe directe? On sait pas. On ne sait pas. Donc là on a une séquence magnifique qui va nous montrer un petit peu pourquoi aussi ce Barça là a perdu des points sur ce match là. C'est non pas parce qu'on a perdu un peu le contrôle, on a été un peu mauvais en fin de match, c'est pas forcément dû à uniquement, je te précise bien uniquement, le mot uniquement est important, des erreurs individuelles, mais c'est aussi collectivement que ce Barça là a été assez mauvais dans ses choix, dans ses contrôles, dans ses passes. Il y a eu beaucoup trop de déchets, beaucoup trop d'imprécisions pour que ce Barça soit vraiment supérieur à ce Celta Vigo. Donc on a Inigo qui donne le ballon à Gérard Martin. Bon, vous allez me dire, oui, c'est juste Gérard Martin du coup qui a été mauvais, mais en soi, c'est arrivé plusieurs fois. On l'a vu avec Lewandowski juste avant, c'est arrivé avec d'autres joueurs. On va le voir avec Koundé plus tard aussi en fin de match. Là, c'est Gérard Martin cette fois-ci. Le contrôle est mauvais déjà de base, évidemment. Je sais pas ce qui s'est passé. Et après, il va essayer de faire une passe. La passe va être foirée. Le ballon va revenir sur lui. Ici, le ballon revient sur lui. Au lieu d'essayer de contrôler, de poser un petit peu le jeu, il va directement le balancer, essayer d'envoyer pour Dani Olmo. Hop. Sauf que le ballon, il est trop imprécis, donc ça fait quand même beaucoup là, hein. Ça fait beaucoup Gérard. Donc on finit quand même par récupérer le ballon avec un mauvais contrôle de la part de Iago Aspas, je pense. Inigo qui récupère la balle et qui vraiment veut avancer. Inigo qui a toujours cette volonté d'avancer, essayer d'avancer peut-être des fois un petit peu plus vite que les autres et peut-être trop vite par rapport aux autres. Là, je sais pas pourquoi il va jusqu'à là-bas. On dirait qu'il veut vite aller vers l'avant. Au lieu de poser un petit peu plus, de faire confiance à ses milieux de terrain, d'écarter, de patienter un petit peu, attendre que Koundé écarte un petit peu sur son côté et servir Koundé. Après Koundé aurait pu la donner à Koubarsi, faire un petit peu tourner avoir une petite séquence de possession comme ça pour calmer un peu le jeu. Ce n'est pas le cas, donc il va s'enfoncer là-bas, là où il y a déjà deux joueurs du Celta, et les joueurs du Celta l'attendent un petit peu, donc qu'est-ce qu'il fait? Il doit repartir. De l'autre côté, là il fait un contrôle déjà qui est assez mauvais, qui fait que je pense que c'est Moriba va le presser, va le gêner, donc il va se dépêcher de faire la passe pour Gavi. La passe, elle va être
trop longue pour Gavi. Gavi va pas pouvoir l'avoir, pas pouvoir la contrôler et direct c'est perte de balle. Donc c'est rien de spécial et puis après il se plaint. Mais Inigo, c'est de ta faute. T'as rien à faire là-bas. Pour quelle raison tu vas jusqu'à là-bas pour après revenir et faire une passe de l'autre côté là où t'étais, tu vois. C'est mal joué. Tout simplement, ce sont des petits mauvais choix, des petits détails comme ça. Alors l'action n'a pas débouché sur une occasion pour le Celta, hein, absolument pas. C'est juste un exemple de tout ce qui a été assez mauvais dans ce match-là et pourquoi ce Barça-là, il a manqué de contrôle et pourquoi on a perdu des points aussi. Parce que ça a commencé dès le début du match. Même en première mi-temps, on était imprécis. Évidemment qu'il y avait Gérard Martin qui a été très mauvais, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Collectivement, dans l'ensemble, ça a été très imprécis. Séquence du 2-0, du deuxième but autour de la 60e, donc à l'heure de jeu. On se dit le match va être plié, c'est cool. Mais non. Rafinha qui essaie de jouer sur Pedri qui est là. Donc ça c'est une chose que je voulais souligner qui est pas forcément importante. Mais disons que ça souligne aussi un petit peu pourquoi ce Barça-là marche aussi moins bien. On a parlé de l'absence de Lamine Yamal et c'est un petit peu là aussi que le problème est. Certes, on va me dire oui mais dépendance de... Non, mais le problème c'est qu'il n'y a personne pour écarter ce bloc adverse et personne pour occuper vraiment le poste. Rafinha était censé l'occuper plus ou moins entre Rafinha et Koundé. Mais là dans cette phase-là, personne n'est là pour occuper. C'est pas à Rafinha d'être là au cœur du jeu et de devoir recevoir un ballon un petit peu en galère. Je sais pas, de par exemple poser le ballon, le mettre au sol, avoir un petit peu cette pause pour calmer le jeu, jouer autour de soi, la donner à Gavi, faire tourner, Casado, entre milieu de terrain et après on attaque, tu vois, on refait remonter le bloc, tout ça. Là, c'est pas le cas, c'est Rafinha qui se retrouve au milieu de terrain et du coup Pedri qui va occuper cette zone-là des ailiers. C'est une mauvaise chose, On l'avait déjà vu contre la Real Sociedad où Pedri était obligé de s'excentrer parce qu'il n'y a personne qui occupait cette zone-là sur l'aile. Donc des fois, lui, il y allait pour occuper la zone et étirer donc la défense adverse. Mais ça enlève Pedri du milieu de terrain, ce qui est quand même une très mauvaise chose. Bref, on a quand même la hargne de Rafinha qui va récupérer le ballon, qui va bien presser, encore une fois Mingueza qui est dans l'histoire. Rafinha qui va le presser, qui va récupérer, qui va faire une bonne passe, qui va attaquer, donc qui va faire une bonne passe pour Lewandowski qui se bat là, qui réussit son duel, qui est le premier sur le ballon, ça c'est très bien joué de la part de Robert. Et évidemment toute la détermination du Polonais qui va donc gagner, qui va être le premier sur le ballon, qui va gagner ensuite le duel sur le deuxième gars, il va essayer de contrer, l'autre qui récupère un peu, il met le pied pour contrer le ballon, voilà, il s'en mêle un petit peu, le ballon est un petit peu derrière lui, il attend, il a la lucidité aussi, il se retrouve un peu le ballon, il y a les défenseurs qui courent vers lui, il y a le gardien qui sort, il a le ballon derrière lui, il a quand même la lucidité d'attendre, tranquille pour ajuster le gardien et mettre le deuxième. C'est bien joué. Autant on peut souligner quand Robert fait n'importe quoi, il y a des exemples, mais là pour le coup c'est bien joué aussi, c'est tout le sang-froid du buteur qu'il est quoi. Ça fait 2-0, c'est bien. On s'est dit là c'est bon, on a gagné le match. Bah non. Petite image, histoire de se faire un petit peu plus mal au cœur. Cette action-là, évidemment, qui aurait pu peut-être tout changer. Mais c'est ça aussi le football. Ça se joue sur des détails, comme je l'ai dit, des imprécisions, des problèmes des mauvais contrôles, des mauvaises passes, des petits détails comme ça qui s'enchaînent et qui font que tu perds le contrôle du match et au final tu perds les 3 points. Disons que tu ne gagnes qu'un point. Là, ça aurait pu tout changer, évidemment. On joue la 77e minute. Rafinha est là, est très bien placé. Et alors, je n'en veux absolument pas à Rafinha. Hein. Cette action-là, c'est juste pour montrer à quel point un petit détail peut changer tout un match. Parce que là, tu mets 3-0 dans la tête des adversaires. 3-0, c'est insurmontable en 15 minutes. Le match, il est fini. Peut-être que dans la tête de nos joueurs aussi, ça aurait été différent. Peut-être qu'ils auraient été plus tranquilles, plus serein, il serait moins fait n'importe quoi, il serait moins précipité parce que à partir de ce moment-là, on va le voir, le Barça a fait n'importe quoi. Ils avaient déjà fait un petit peu n'importe quoi pendant tout le match, hein, c'était pas fou, mais à partir de là, vraiment, le Barça, c'était un petit peu le chaos dans le match. Cette action-là a fait que ça a réveillé, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, peut-être le bruit du ballon contre le poteau, ça a réveillé quelque chose, un démon ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ça s'est très mal passé pour nous. Puis voilà, hein. Ça a sonné un peu notre fin, on va dire. C'est malheureux. On aurait pu avoir de la chance aussi un petit peu plus, où là, le ballon tape dans le dos du gardien et rentre dans les cages, tu vois. Mais non, ça, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu. Le gardien récupère et voilà. C'est le début de la fin. Donc ça, c'est quelques minutes, 2 minutes peut-être avant l'exclusion de Casado. Ça montre aussi à quel point le Barça a fait des mauvais choix. On n'est pas capable de poser le jeu quand il faut poser le jeu. Vous savez, vous vous souvenez des problèmes qu'on avait en début de saison.
je les avais soulignés, j'avais dit que ce Barça-là, même quand on gagne 2-0, quand on a, on va dire entre guillemets, la main sur le match, disons en tout cas au score, et il faut qu'on mette un petit peu plus le pied sur le ballon et qu'on arrête de balancer des ballons, de vouloir jouer trop vite. Il faut aussi savoir poser le jeu, avoir ces phases de possession, ces phases vraiment de supériorité où tu vas contrôler le match, défendre avec le ballon. Hein, tout simplement, au lieu de défendre, de subir des attaques adverses, tu défends avec le ballon, donc bref, le football quoi. Et donc là on a Koundé qui s'échappe, contre-attaque du Barça, très belle esquive de la part de Koundé. On avance un petit peu, ici qu'est-ce qu'on a? C'est Fermin qui est rentré, je crois qu'on a Frenkie de Jong et Fermin qui sont rentrés, Pedri et Gavi qui sont sortis. Et donc là, on a Rafinha qui est complètement seul. Comme ce que je disais tout à l'heure où Pedri était là, cette fois-ci Rafinha est dans le couloir. Et là, si c'est Lamine Yamal, tous les jours tu lui donnes le ballon, je pense. Tous les jours. Koundé, il lui donne le ballon, il sait que Lamine Yamal, il va attaquer, il va défier Mingueza, il va le mélanger. Là, il y a cette volonté de balancer pour Fermin Lopez, là, alors qu'il y a 2 joueurs sur lui, hein, et les amis. Hein. On n'a pas cette lucidité. Il y a 2 joueurs sur Fermin Lopez. Il part de loin, hein. Il est très loin des cages. Je veux dire, il n'est pas seul, tu vois. Si à la limite t'enlèves ce joueur là et t'as juste le joueur dans l'axe, tu vois Fermin partir là, à la limite tu peux le tenter, je pourrais à peu près le comprendre. Là il y a 2 joueurs sur Fermin, ici Mingueza il est très axial et Rafinha il est complètement seul. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu la donnes à Rafinha qui va gagner un peu du terrain, on va faire remonter encore une fois tout ce bloc là et s'installer dans le camp adverse et avoir cette phase de possession. Là qu'est-ce qu'on fait? On balance un vieux ballon dégueulasse devant et on perd la balle. Ça, c'est 2 minutes avant le carton rouge de Casado. Donc, je dis pas que cette action-là, c'est à cause de ça qu'il y a eu le carton rouge de Casado, mais ça montre à quel point aussi, c'est des petits détails comme ça qui montrent que ce Barça-là n'était pas lucide et se précipite et balance des longs ballons comme ça. On est la 80e, il reste 10 minutes dans le match. Tu balances un long ballon comme ça pour faire quoi? On gagne 2-0. Les gars, réveillez-vous un petit peu en fait. Bon, ça, c'est le carton. Voilà. On va remuer un peu le couteau dans la plaie. Là, c'est bien joué de la part du joueur du Celta qui rentre vers l'intérieur et qui va jouer dans le dos. La défense est plus ou moins alignée, on va dire. Tous les joueurs du Celta sont hors jeu, sauf Moriba qui part dans le dos. Ça, ils ont bien réussi à le faire, le Celta, où t'avais pas les attaquants, mais les milieux qui partaient de derrière, du coup, pour attaquer dans le dos de la défense. Mais Moriba, je suis désolé, il est trop loin pour être dangereux en soi. Il est au milieu de terrain. On a le temps, il n'y a pas besoin de faire cette faute bête, tu sais très bien. Ça s'est joué à rien et Casado il le sait, il a fait une déclaration après sur le réseau, sur Instagram, il a parlé, il a fait un discours honnête où il a pris ses responsabilités, c'est bien. Ça, il a dit, ça s'est joué sur des millièmes de seconde, voilà, et c'est un réflexe plus qu'autre chose. C'est de ce genre de truc, des mauvais réflexes, on va dire. Mais c'est une erreur de débutant, on va dire. Tu dois pas faire ça à ce moment-là, clairement. Mais c'est un mauvais réflexe, voilà. Tu fais faute, tu prends 2e carton. Là, le Moriba, je suis pas sûr qu'il aurait été vraiment dangereux. Et surtout, il y a Iñaki Peña qui est là. Bon, je sais pas. Il est un peu loin, Iñaki Peña, certes, mais je suis pas sûr que vraiment ça aurait été si dangereux que ça non plus. Puis au pire, il y a 2-1. Tu joues à 11 à la fin. Là, tu joues à 10 sur les 10 dernières minutes. Donc le début de la fin, quelques minutes plus tard, le Celta encore une fois qui récupère, le Barça qui repousse le ballon dans cette zone-là, le milieu de terrain qui va jouer de l'autre côté, hein, le classique, c'est ce qu'on a vu pendant tout le match. Hein. Sur la première action, au bout de 3 minutes de jeu jusqu'à la 83e, donc en 80 minutes, c'est les mêmes actions à chaque fois. Le ballon qui est récupéré, on va dire sur le côté droit, et qui balance côté opposé sur les côtés. C'est du classique, c'est voilà, la même chose à chaque fois. Le ballon est pas ouf, Koundé là le récupère, sauf qu'il y a ce manque de lucidité, ce manque de fraîcheur mentale, physique, j'en sais rien. Mais là, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Tu vois flou et tu sais plus quoi faire. T'es en train de paniquer. Tu gagnes 2-0. Alors certes, cette fin de match-là, elle était tellement chaotique que ça t'a pas permis d'avoir cette lucidité, cette confiance en toi ni en tes coéquipiers. C'est comme Tetris en fait. Tu empiles les mauvais choix, les mauvais trucs, jusqu'à ce que t'arrives jusqu'en haut et que ça déborde en fait et que tu perds la partie quoi. Ça s'est mal emboîté surtout. Comme un Tetris où tu saurais pas jouer vraiment à Tetris, tu vois, c'est la première fois, tu comprends pas du tout le système et t'emboîtes, tu fais que les mauvais choix, t'emboîtes les trucs jusqu'à ce que tu arrives en haut et que tu perds. En plus, tu sais, plus tu laisses Tetris, bah, ça c'est pour les anciens évidemment, les jeunes vous allez pas comprendre, les jeunes, je dis ça comme si j'étais un grand-père. Bref. Pas grave. Mais plus vous arrivez vers le haut, plus le truc s'accélère et t'as l'impression d'être submergé. T'es paniqué, tu vois. Tu fais les mauvais choix de plus en plus. C'est exactement la même chose, quoi. Puis voilà.
l'instant fatidique, Koundé t'y panique, t'y fait n'importe quoi, l'autre t'y presse, il récupère la balle, il bat Iñaki Peña. Iñaki Peña qui avait fait plutôt un bon match en plus, qui avait fait pas mal de parades, il a fait 6 sauvetages dans le match, c'est pas dégueu hein. Franchement sur SofaScore il a été élu homme du match côté Barça. Pour que Iñaki Peña soit homme du match les gars, c'est vraiment qu'il a fait un bon match quoi. Donc voilà, le gars va marquer 2-1, ça sent pas bon. J'ai à peine eu le temps de tweeter sur le réseau hier quand on prend le premier but. J'ai dit attention, faut se réveiller parce que on va se faire punir. J'ai à peine eu le temps de tweeter que quelques secondes après, parce qu'ils ont marqué très rapidement aussi, ils ont égalisé et ça a fait 2-2, c'est magnifique. Donc là ça va aussi assez bien représenter cette fin de match chaotique comme je l'ai dit où plus personne n'a confiance en ses capacités, plus personne n'a confiance en ses coéquipiers, plus personne n'a confiance en son coach et sa tactique, parce que le coup de jouer le hors-jeu très loin, là il ne fonctionne plus. On a le joueur du Celta Vigo là qui fait un appel, et on a Inigo qui le couvre de 45 mètres, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Inigo Martinez qui était entre guillemets le spécialiste, le leader de cette défense pour s'aligner, qui s'alignait très bien hein, depuis le début de la saison, il voit l'autre partir de très loin, et qu'est-ce qu'il fait? Il a tellement pas confiance en ses coéquipiers qu'il couvre totalement déjà. Donc déjà là, cet exemple-là précis nous montre que c'est la fin. Tu sais déjà quoi. Tu sais déjà que la fin de match elle va être très compliquée parce que ça devient n'importe quoi. Toutes les instructions du coach, tout ça, il n'y a plus rien qui est respecté. Donc là il a même pas le temps de revenir. Il a cette volonté de revenir pour remettre le hors-jeu, mais il se dit c'est trop tard. Et Kubarsic il l'accompagne parce qu'il se dit je vais pas le laisser tout seul et m'aligner. Et regardez l'alignement comme il est catastrophique. On a Hector Fort et Koundé qui sont alignés tous les deux, on va dire, les deux latéraux et les deux centraux qui sont là. Et on a, c'est Moriba, je crois, qui part tout seul au cœur du jeu, du coup, qui est pas suivi. Parce que Kubarsi est un peu plus loin sur Borja Iglesias. Et Koundé, du coup, est pas aligné parce que lui, de base, il jouait le hors-jeu. Donc on a le joueur qui va jouer dans le dos. Alors là, pour le coup, il n'y a rien. La balle, elle va être perdue. Iñaki Peña va pouvoir dégager. C'est assez long, mais c'est pour montrer comment cette défense aussi a perdu pied, et toute l'équipe en fait. Donc là, on voit pas bien avec le score, mais on a encore une fois une défense qui se fait avoir dans son dos. Là, quand il y a Casado, ce qui fait Casado souvent dans les phases comme ça, c'est qu'il vient se placer vraiment, qu'il vient combler ces espaces-là entre les deux centraux. Inigo, il est un peu trop loin, hein, c'est à lui de couvrir Borja Iglesias, clairement. Koundé qui couvre là le latéral ou l'ailier, je sais rien. Kubarsic qui vient serrer ici pour empêcher la passe, mais là Inigo il doit être plus proche de l'attaquant, il doit venir couper la course à l'intérieur et il est trop loin. Donc on a Borja Iglesias qui part tout seul, qui va pouvoir fixer la défense. Ici on a Frenkie de Jong qui voit ce gars-là, il le voit, il le regarde et tout, il voit qu'il est là, hein, hop. Petit coup d'œil, il le sait. On a la défense qui remonte là. On a toute la défense un petit peu qui remonte. Sauf Frenkie de Jong qui couvre tout le monde. Donc Borja Iglesias qui va faire la passe à ce gars-là aussi. Bon, logiquement, c'est plutôt à Fermin de venir défendre dans cette zone-là parce que c'est lui qui est ailier gauche, donc il est plus sur la gauche. Il est venu compenser dans l'axe. Évidemment, il manque un joueur, donc c'est compliqué. Il y a des trous. Mais du coup, voilà, personne n'est là pour couvrir ce monsieur-là qui se retrouve à l'entrée de la surface, un petit peu trop seul. Il a même pas avancé, il a juste fait deux mini-pas pour attirer Frenkie. Il a juste à le servir tranquille. Bon, comme je l'ai dit, hein, la défense qui est mal alignée, du coup, lui, il est pas hors jeu. Et donc, il va pouvoir le servir tranquillement. Voilà, on est éliminé, mais tellement facilement. Et il y a tellement de la passivité et on est tellement spectateur sur cette action-là que c'est compliqué. Hector Fort, il se fait éliminer assez facilement. Peut-être l'inexpérience aussi, je sais pas, mais en tout cas, bon voilà, le joueur fait un crochet, Hector Fort se jette. C'est comme ça, c'est comme je l'ai dit, c'est du Tetris. C'est un emboîtement ou un mauvais emboîtement de plein de mauvais choix qui donne ça, quoi. Et après, le joueur finit 2-2. Donc on passe maintenant à la FAQ, les amis. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions. Voilà, c'était un peu compliqué. C'est comme une défaite. On a senti un petit peu de tristesse chez les supporters, évidemment. Je vais essayer de prendre un maximum de questions. Je pourrais pas tout prendre, évidemment, mais je vais essayer de faire un maximum et je vais essayer d'être le plus clair possible, évidemment. Question de Esteban qui dit: cette équipe est bonne, mais elle manque un peu de sérieux et d'expérience sur la gestion, j'ai l'impression. De toute façon, c'est clair que l'équipe est bonne quand elle était à 100%. Maintenant, on l'a déjà dit. Et sur ce match-là, c'en est un petit peu la preuve aussi, mais tu ne peux pas avoir une équipe qui te donne autant sur toute une saison, de toute façon, quand tu n'as pas de remplaçants pour faire vraiment souffler. Les seuls remplaçants qu'on a actuellement, ils sont pas forcément à 100%.
Peut-être certains oui, mais pas tous au final. On a Gavi qui avait pas été titulaire depuis un an, qui est revenu petit à petit, qui a fait quelques bouts de match. On a Frenkie de Jong, on sait pas trop ce qu'il fait, mais en tout cas il est pas à 100%. En défense on a personne. Concrètement, on a des Dominguez, des mecs comme ça, mais sur le terrain, voilà, il y a Cubarsí et Inigo Martinez et c'est tout. Hector Fort qui a remplacé Gérard Martin, qui lui-même avait remplacé Baldé. Voilà, Baldé, on sait pas trop ce qu'il a non plus, blessure aux ischios, machin, mais voilà, est-ce qu'il va revenir là, est-ce que ça va être plus long? On n'en sait rien. En attendant, Gérard Martin foulera plus la pelouse, ça on l'a vu aussi, c'est l'info qui est sortie aujourd'hui, mais bon, elle me paraissait assez évidente après le match d'hier. Donc maintenant, il y a Hector Fort qui est là, mais pour faire souffler Koundé, faut mettre Hector Fort aussi, donc voilà. Mais c'est comme ça, on n'a pas énormément de choix, on n'a pas un effectif très très large. Et hier on l'a vu, il y en a plein qui m'ont dit dans le live d'avant-match, c'est le banc qui fait peur. Bah ouais, parce que sur le banc on n'a pas tant que ça d'armes pour faire souffler certains. En défense, comme je l'ai dit, on peut pas faire souffler grand monde, et en attaque non plus au final. En attaque, tu peux pas faire souffler Rafinha, tu peux pas faire souffler Lewandowski, et tu peux pas remplacer Lamine Yamal. Compliqué, hein. Au milieu, ça va un peu mieux, on l'a dit. Ouais, il y a Gavi, Pedri, Pablo Torre même, Fermin, Dani Olmo, Casado. Voilà, il y a quand même un peu plus de choix, même si t'en as certains qui sont pas à 100% encore, qui peuvent pas pleinement apporter. Après, est-ce qu'il y a le manque d'expérience? Oui, on a un Gérard Martin qui est pas du tout expérimenté. Hector Fort non plus, quand il est rentré, pas vraiment expérimenté. Casado, même si il semble avoir l'expérience et tout d'un ancien, ça reste un joueur pour qui c'est sa première saison en première division, donc forcément lui non plus il a pas d'expérience, on va dire. Puis t'en as d'autres qui sont censés avoir l'expérience mais qui n'ont pas montré cette expérience là non plus. On l'a vu dans l'analyse juste avant avec par exemple la 80e minute ou je sais plus la 75e minute, Koundé qui balance un long ballon. Koundé il est expérimenté, il a l'expérience normalement, tu vois, il a l'expérience pour dire il faut calmer le jeu à ce moment là. Pourtant il le fait pas. Donc on a des joueurs qui sont inexpérimentés, qui par moments semblent plus expérimentés que des joueurs qui sont plus expérimentés, et il y a des joueurs qui sont expérimentés mais qui font les mauvais choix comme s'ils n'étaient pas expérimentés. Donc au final ouais, ça donne cette impression là effectivement. Ensuite on a Zemanka qui dit les types piochent un peu physiquement, tu trouves pas? Est-ce mieux d'avoir cette mauvaise période là maintenant? J'en sais rien si c'est mieux de l'avoir maintenant. Maintenant oui, physiquement on paraît un peu plus emprunté qu'au début de saison, ce qui est assez logique. Début de saison c'est le début de saison. T'as fait ta prépa, t'es tranquille, t'es en forme, tout va bien dans le meilleur des mondes, t'as cette efficacité, t'as cette fraîcheur, tout ça. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a une interview qui est sortie de Lewandowski récemment qui disait physiquement on est beaucoup mieux, ça nous permet d'être beaucoup plus tranquille et tout grâce à la préparation et tout. Donc il met un petit coup à l'ancien coach et son équipe. Il valorise un peu ce que fait le coach, ce qu'a fait le coach là, ce qu'il a mis en place. Et au final, on sent une équipe qui est complètement fatiguée là, alors qu'on est en novembre, fin novembre. Donc au final, est-ce que vraiment il y a une grosse différence? Oui, évidemment, on l'a vu en début de saison, mais est-ce que sur le long terme, les joueurs vont réussir à garder cette fraîcheur-là et continuer à mettre cette intensité, parce que c'est plus ce qu'ils font actuellement. On a un Barça qui met beaucoup moins, qui est beaucoup moins agressif et qui met beaucoup moins d'intensité tout au long d'un match par rapport au début de saison. Au début de saison, on l'a vu, on la voyait tous la différence, on l'a vu. On était là, c'est impressionnant. Il y avait les adversaires qui disaient on a l'impression de rien pouvoir faire, ils nous étouffent, ils sont là à cavaler dans tous les sens, nous on est cramés. Donc tu disais ouais, bien joué les gars, c'est bien, cette préparation elle marche, tout ça, tout fonctionne, tout va bien. Sauf que le problème, c'est qu'on en revient à la question d'avant et la réponse d'avant où on a un effectif un peu court, on peut pas se permettre de faire souffler certains joueurs, donc à force, les joueurs ils peuvent pas forcément tenir. C'est évident, Koundé il a pas beaucoup soufflé, Inigo et Cubarsí non plus, et devant Lewandowski, Rafinha, ça n'a pas beaucoup soufflé non plus, et Lamine Yamal non plus. Pedri n'a pas énormément soufflé, et même Casado depuis le début de la saison, il n'a pas forcément soufflé non plus. Moi je suis très content de voir Casado sur le terrain, je suis très content de voir Lamine Yamal tout le temps, Rafinha, des joueurs qui sont en forme. T'as envie de les voir jouer tout le temps pour qu'on ait la meilleure équipe possible. Mais ces joueurs-là, ils soufflent très rarement. Et on va arriver à un moment donné où ils n'auront plus grand chose à donner physiquement. Donc c'est de la logique. C'est de la logique. Tu peux pas forcément faire souffler. Les joueurs sont fatigués. Et ça te donne des matchs un peu comme ça, quoi. Malheureusement. Ensuite, on a Khalidou qui dit Casado, faute nécessaire ou manque d'expérience. Oh, c'est pas une faute nécessaire, non. Clairement pas. Après, est-ce que c'est un manque d'expérience ou un mauvais réflexe? J'en sais rien. Peut-être un manque d'expérience, je dirais. Parce que quand t'as l'expérience vraiment, tu te
Enfin, t'arrives à avoir peut-être moins ce genre de réflexes, de mauvais réflexes pour faire des fautes. Je saurais pas trop vous dire, franchement. Je sais pas si c'est soit l'un soit l'autre. Maintenant, c'est pour moi clairement pas une faute nécessaire, non. Ça pouvait être évité. Maintenant, ce que j'ai apprécié personnellement, c'est le message de Casado qui s'excuse déjà auprès de tous les supporters et ses coéquipiers. Qui dit qu'il a fait un mauvais choix, qu'il assume. Ça, c'est le genre de discours de capitaine qu'on aimerait voir. Quand un joueur fait une erreur comme ça et est conscient de son erreur et qu'il vient s'excuser, trouve pas des excuses et après, tu vois, suivez mon regard, quoi. Il y en a qui ferait mieux de s'en inspirer, quoi. Mais voilà, c'est une erreur et tu apprends généralement de tes erreurs, donc il faudra plus faire cette erreur-là. Ensuite, on a Emad qui dit Pedri en 10, ça ne marche pas. Vaut mieux perdre des points maintenant qu'en janvier ou février. Je sais pas si ça peut se vérifier, ça, de dire vaut mieux qu'on perde ces points-là maintenant. Tout dépend, parce qu'en fait, est-ce qu'il vaut mieux perdre des points quand t'es pas en forme ou quand t'es en forme? C'est ça la grande question. Quand tu perds des points si t'es très en forme, bah tu te dis tu vas perdre des points, mais t'as encore l'énergie pour te relever de ça. Que si tu perds des points quand t'es dans un petit moment de creux où tes joueurs, tu sens qu'ils sont fatigués mentalement, physiquement, est-ce que du coup c'est mieux de perdre ces points à ce moment-là? Parce que tu te dis le prochain match, ça se trouve on n'arrivera pas à faire mieux, tu vois. Parce que l'équipe en ce moment elle est trop fatiguée. Que si l'équipe elle est très en forme, ça peut arriver de perdre un match, ça y a pas de problème. Ou perdre des points en tout cas. Comme on l'a fait hier, ça peut arriver. Et ce qu'il a dit Flick d'ailleurs après la fin du match, il a eu un bon discours. Il a dit ça peut arriver de perdre des matchs, mais pas de cette manière. Pas comme ça en ne mettant aucune personnalité en gros sur le terrain. C'est pas exactement ce qu'il a dit, je pense pas, mais moi je l'interprète comme ça. Ne pas mettre de personnalité, ne pas avoir confiance, ne pas avoir l'énergie, ne pas faire les efforts en gros. Se laisser marcher dessus en fait. Et ça c'est quelque chose qu'il a pas accepté. Il a totalement raison. Et quand il dit ça peut arriver de perdre des matchs, effectivement, ça peut arriver de perdre des matchs, de perdre des points. C'est comme ça, c'est le foot. Mais s'il vaut mieux les perdre maintenant ou en février ou janvier, j'en sais rien. Si en janvier ou février, on est au top de notre forme physique, on a tous les retours de joueurs, tout le monde est en forme, bah je préfère perdre des points à ce moment-là parce que tu pourras te relever directement derrière. Là, je sais pas. On n'en sait rien, on verra, mais on a enchaîné une défaite contre la Real Sociedad et là maintenant un nul contre le Celta Vigo et la saison ne s'arrête pas. Là on va enchaîner tous les 3-4 jours jusqu'à les fêtes, jusqu'à dans un mois en gros. Pendant un mois là on va enchaîner des matchs, 2 matchs par semaine. Donc il n'y aura pas le temps de souffler, il n'y aura pas le temps de se dire vas-y on va tranquille les gars, on va se reposer un petit peu, on va revenir plus fort. Pas du tout, là c'est enchaînement direct, t'as pas le temps. Je sais pas. Après, est-ce que par rapport à Pedri, je suis pas sûr que Pedri a joué vraiment en 10 pour moi. C'est pas vraiment le problème de Pedri, c'est peut-être qu'il jouait trop haut. Après, en 10, ça ne veut rien dire. On ne joue pas avec un 10, mais bon, c'est façon de parler, j'imagine. Mais le problème de Pedri, c'est que, comme je l'ai montré dans l'analyse tout à l'heure, c'est que par moment, il se retrouve sur l'aile. Voilà, on a un Pedri qui est pas du tout au cœur du jeu, qui est obligé d'aller dans des zones où il n'a pas son importance dans cette zone. Pedri dans un couloir, ça sert à rien. En fait, il n'a pas l'importance qu'il a quand il joue au cœur du jeu en fait. C'est comme ça, c'est comme quand Lewandowski se retrouve ailier. Tu ne sers à rien ici, ne joue pas ailier. Et Pedri, il est obligé d'occuper cette zone parce qu'il n'y a personne qui l'occupe cette zone. Donc il y va et il se dit vas-y, je vais y aller moi, je vais prendre cette place-là à la place de l'autre qui n'y va pas. Et c'est là qu'on perd un petit peu l'importance de Pedri sur le jeu, quoi. C'est pas que Pedri soit en 10, parce que moi, pour moi, hein, le début de match, on n'a pas joué avec un 10. On n'a pas joué en double pivot en début de match. C'est arrivé à certains moments, si, mais pas vraiment. Pour moi, Casado était en 6 et Diaby et Pedri étaient un peu plus haut, les deux. Mais il y avait beaucoup de mouvements, comme d'habitude. Ensuite, on a John qui dit « Salut Café, salut John. Flick ne devrait-il pas accorder plus de temps à Pablo Torre plutôt qu'à De Jong ?» Bah, c'est pas le même poste. Tu vas me dire, peut-être que Pablo Torre mériterait plus de temps de jeu par rapport à ce que montre De Jong quand il rentre. Bon, il y en a qui vont me dire mais t'oublies vite sa rentrée face au Real Madrid. Oui, ok. Mais c'est pas le même poste surtout. Frenkie de Jong rentre pour jouer à la base du jeu, on va dire, soit en 6, soit dans le double pivot, tu vois, à côté du 6, un milieu un peu plus box-to-box, le classique. Mais voilà, Pablo Torre est un milieu plus offensif. Il pourrait rentrer à la place, par exemple, de Dani Olmo. Quand Dani Olmo occupe ce poste-là, évidemment. Pas quand Dani Olmo occupe le rôle d'ailier. Donc voilà, Pablo Torre rentre là où on a besoin de lui. Et Frenkie de Jong rentre là où on a besoin de lui. Tu vas pas faire rentrer Pablo Torre pour jouer à la base du jeu, tu vois, dans le double pivot, par exemple. Pour faire simple, pour expliquer. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'il y en a un qui mérite plus qu'un autre? Peut-être. Tu fais tes changements en fonction de la physionomie du match et par rapport à tes besoins, on va dire, le profil dont tu as besoin, pas le mérite de jouer, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, on a
Gildas qui dit les équipes s'habituent à notre style de jeu avec les hors-jeux. Bah c'est pas forcément qu'ils s'habituent parce qu'une équipe peut pas s'habituer à nos hors-jeux s'ils nous affrontent une fois dans la saison ou 2 fois. Mais ils analysent tout simplement les équipes adverses, nos adversaires, ils nous analysent et comment ils peuvent battre ça. Ils ont très bien vu que le Barça joue le hors-jeu, que c'est très risqué. Tu fais en sorte d'essayer de battre cette tactique-là, on va dire. C'est tout, de trouver les failles. Ils voient les failles, ils savent très bien que c'est ce qu'a essayé de faire le Bayern, hein, les gars. Hein. C'est totalement ce qu'a essayé de faire le Bayern. Ce qu'a fait le Celta Vigo hier, ils ont joué comme le Bayern a joué. C'est-à-dire qu'ils faisaient des appels dans l'axe pour attirer, faire reculer un petit peu cette défense, mais ils donnaient les ballons sur les ailes, dans les couloirs, sur les ailiers ou les latéraux qui montent. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. Façon de parler, mais tu vois, le Bayern a essayé de jouer comme ça, ils n'ont pas réussi à nous battre. Ils nous ont mis un but comme ça quand même avec Harry Kane. Je crois que c'était un truc qui ressemble à ça. Lui, il fait son appel, mais le ballon il va sur le côté, puis après voilà, je sais plus exactement, bref, mais c'est comme ça qu'ils ont essayé de jouer le Bayern, ils ont essayé de nous battre comme ça. Mais je pense pas que ça soit vraiment ça. On n'a pas perdu des points parce que on a échoué le truc de hors-jeu. C'est surtout qu'on a été très mauvais dans le contenu. Collectivement, il y a eu des fautes individuelles de la part de certains joueurs, c'est une évidence, mais il n'y a pas que ça, c'est pas uniquement cette raison-là. Ensuite, on a Mohamed qui dit « Vous ne pensez pas que ce manque de lucidité est dû à la fatigue, pressing catastrophique ?» Je n'ai pas trouvé le pressing si catastrophique, en tout cas en début de match ça allait, mais petit à petit ça a été effectivement assez mauvais. Mais ce manque de lucidité, oui, il est dû à la fatigue. Pour moi, la fatigue, petit à petit, t'es un peu émoussé physiquement et tu fais les mauvais choix, tu t'alignes mal, tu décides, tu mets plus de temps à décider, tout ça, ouais. Il y a un épuisement peut-être physique et mental. Ça, c'est à cause du manque de profondeur de banc. C'est assez logique. Parce qu'il y en a plein qui disaient en début de saison, cette équipe, elle est incroyable, ça marche trop bien, on va tout gagner. Bon, oui, l'équipe type, c'est bien. Avec les joueurs à 100% de leur forme, on est très fort, tout va très bien. Et à force de jouer les matchs, d'être fatigué, t'as une petite blessure, Lamine Yamal, elle est absent, blessure, on sait pas combien de temps. D'un moment, j'espère qu'il va revenir parce qu'on nous annonce une petite blessure à la cheville, puis d'un coup, ça dure, et puis après ça dure combien de temps? Ça va durer 1 mois, 2 mois, ça va durer combien de temps? Parce que si ça dure 2 mois, ou d'un moment ça va être compliqué. Mais voilà, t'as ce petit joueur qui est absent, blessé, t'as un petit peu de fatigue parce que les autres ils peuvent pas souffler, ils peuvent pas être remplacés, et ainsi de suite. Et petit à petit, tout ce qui fonctionnait bien, ce qui s'emboîtait bien, s'emboîte de plus en plus mal. Et voilà, le jeu est moins huilé, les choses s'emboîtent moins bien, et ça donne ça, quoi. Ça donne des matchs un peu décousus, tu fais les mauvais choix, t'es imprécis, tu perds des ballons, tu perds le contrôle du match et tu perds la victoire, quoi. Ensuite, on a Terach May qui dit « Qui tue le match? Koundé, le poteau de Rafinha ou Casado ?» C'est trop tout noir ou tout blanc de pointer, genre c'est de sa faute à lui. Comme je l'ai dit, il y a des erreurs individuelles. Évidemment, le carton rouge de Casado, la petite faute bête et inutile, le mauvais réflexe, le manque d'expérience, appelez ça comme vous voulez, mais ce choix-là, il est mauvais, si on peut dire que c'est un choix. Parce que je pense que c'est plus un réflexe qu'un vraiment un choix délibéré. T'as pas le temps, tu vois. Il voit le gars partir, il le chope et carton, tu vois. Après, il y a Koundé, il y a le poteau de Rafinha, mais on va pas dire que c'est de la faute de Rafinha si on gagne pas le match. C'est évident. Rafinha, s'il avait pu marquer, il aurait été très content. Mais c'est tous ces petits trucs, c'est des petits détails. Et collectivement, de toute façon, on a fait plutôt un mauvais match dans l'ensemble. Même si on menait, même si on aurait pu gagner ce match-là, et on aurait dû le gagner, même en jouant mal, une équipe comme le Barça avec ces joueurs-là, ils sont capables normalement d'aller chercher la victoire, même si la victoire elle est pas belle, même si c'est un peu compliqué, même s'il faut défendre. On l'a déjà vu, un Barça sur les dernières saisons n'arrivait pas spécialement à marquer, mais qui gagnait quand même ses matchs 1-0, qui allait chercher la victoire, même si elle n'était pas belle. On allait la chercher avec de l'envie, on va dire, de l'agressivité, tu vois, on va défendre et puis on va essayer de garder le résultat. Et là, il y avait pas tout ça, il y avait ce petit truc en plus que tu n'as pas, quoi. Et voilà, peut-être dû à la fraîcheur, comme on l'a dit, physique, qui commence à être compliqué, ou j'en sais rien. Des joueurs qui sont pas à 100%, qui sont pas en forme, certains qui sont peut-être pas concernés, j'en sais rien. Mais pour moi, cette défaite-là, je dis à chaque fois défaite, les gars, mais vous m'avez compris, hein. Pour moi, c'est une défaite. C'est collectif, c'est un ensemble de choses. Je l'ai dit dans mon débrief hier et je ne change pas d'avis. Il y a eu des mauvais choix de la part des joueurs qui n'étaient pas en forme, qui ont fait des mauvaises choses, de l'imprécision technique, tout ça, fraîcheur physique. Et il y a aussi les choix du coach, peut-être, qui n'ont pas forcément été les bons au bon moment. Et ça n'a pas aidé, mais ça ne veut pas dire que c'est la faute du coach, ou c'est la faute de Koundé, ou c'est la faute de Rafinha, ou de
Casado, tu vois, il n'y a pas de précision comme ça, c'est lui est responsable, unique responsable, tu vois, c'est vraiment un ensemble de choses là. On va finir avec la question de Victor, qui est très intéressante, parce que évidemment personne ne le souligne, enfin personne ne le souligne, pas que je sache en tout cas, mais c'est vrai que je le vois très rarement. On va souligner la performance d'Iñaki Peña, évidemment, il y en a certains qui ont souligné la performance d'Iñaki Peña, il y en a qui ont dit c'est dommage parce qu'avec ce match nul, le fait qu'on n'ait pas gagné, on va pas parler du gros match d'Iñaki Peña, donc on en a parlé un petit peu quand même d'Iñaki Peña, mais Victor il nous dit Iñaki Peña n'est-il pas finalement une pièce maîtresse du jeu de flic avec ses récupérations hautes, ses sorties hautes, et évidemment c'est clair que oui, enfin une pièce maîtresse j'en sais rien, mais ça fait partie aussi de toute la tactique. Si Iñaki Peña ne sortait pas autant de ses cages pour dégager les ballons des fois qui passent dans le dos de la défense et où il n'y a pas de hors-jeu, et lui il sort, il met une tête dans le ballon, il dégage, ou j'en sais rien, il dégage en touche. Mais évidemment que si, et c'est vrai qu'on le souligne pas assez, mais ça fait partie aussi des choses qui fonctionnent. Et oui, d'une des pièces maîtresses de l'équipe, on va dire. Parce que si Iñaki Peña ne sort pas de ses cages, ou de sa surface plutôt, à 20-30 mètres de ses buts, s'il sort pas aussi loin pour dégager les ballons des fois, eh ben on en mangerait des face à face. Peut-être pas des buts, j'en sais rien. Mais bon, on sait que voilà. Mais on en prendrait des face-à-face. On aurait beaucoup plus de face-à-face entre les attaquants et le gardien. Donc Iñaki Peña, oui, c'est une pièce maîtresse, on peut dire, de la tactique de Flick, et ce hors-jeu, tout ça, cette ligne haute. C'est évident. Et c'est bien que tu le soulignes, Victor. Parce que oui, je pense exactement la même chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Je suis épuisé. On se retrouve demain pour l'avant-match du Barça contre Brest, Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, pas le temps de souffler, on enchaîne. Bonne journée à tous, bonne fin de week-end. Ciao, ciao.